Salut Montréal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un petit peu particulier puisqu'on retrouve des invités de la saison 1, Christelle et Nicolas. Les deux sont leaders d'opinion sur LinkedIn et travaillent dans le domaine des ressources humaines. Et aujourd'hui, c'est un épisode encore plus spécial puisque les questions qu'on va leur poser, c'est vous qui me les avez transmises sur Instagram. On va parler d'emploi, on va parler d'opportunités à Montréal. Mais avant, je vais leur dire bonjour, ils vont se présenter. Ça va Christelle ? Ça va bien, merci. Et toi ? Ben, ça va très bien. Et toi, Nicolas ? Ouais, très bien aussi, je te remercie. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver. Peut-être vous présenter pour les personnes qui vous découvrent et qui n'avaient pas écouté nécessairement l'épisode de la saison 1 qui, on va se le dire, avait plutôt bien marché. On avait essayé de donner des clés pour les personnes qui souhaitaient s'expatrier, venir travailler à Montréal. Christelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, je suis recruteuse dans l'informatique, donc je recrute des ingénieurs qui font plein de choses dans l'informatique liées à de l'infrastructure. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais dans l'informatique. Et ça fait depuis 2018 là que je suis recruteuse. Donc, je suis dans une compagnie qui est française, qui s'est déployée à Montréal. Et écoute, je recrute des Français, je recrute des Québécois, je recrute des personnes qui sont ici au Canada, mais aussi en France. Voilà. Et toi, Nicolas ? Moi, je travaille pour un cabinet québécois de recrutement et de ressources humaines, puis j'ai monté le service recrutement international. Donc, mon rôle, c'est d'aller aider les entreprises québécoises, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis on va probablement en parler, pour aller chercher des profils étrangers francophones. Donc, on va vraiment chercher dans la francophonie au sens large du terme, puis on fait venir les candidats pour leur trouver un emploi ici. Ok. Avant de commencer avec la première question qui nous a été posée par un auditeur, j'aimerais que vous donniez les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver parce que ça a été beaucoup demandé dans la saison 1. On avait oublié de le notifier. Et c'est vrai que toi, tu donnes plein de conseils sur LinkedIn où tu es pas mal suivi. Et toi, Christelle, c'est sur TikTok. Mais c'est peut-être important de rappeler vos différents réseaux sociaux pour que les gens puissent vous retrouver si jamais ils ont des questions, mais si aussi ils veulent en apprendre plus grâce à à ce que vous générez sur les réseaux. Ouais, complètement. Ben, moi, on peut me retrouver sur LinkedIn et TikTok. Donc, c'est Christelle Lilisoy. Donc, c'est le même nom sur les deux. Après, LinkedIn, j'ai pas vraiment... C'est plus mon aspect professionnel. Donc, on peut aussi, mais je préfère quand même Instagram et TikTok. Ok. Nico ? Sur LinkedIn principalement, Nicolas Demarthe, je pense que tu mettras le nom peut-être sur le podcast. Donc je donne beaucoup de conseils, je poste assez régulièrement finalement sur le Canada. Je poste aussi des offres d'emploi, donc ça peut être finalement intéressant. Et aussi sur TikTok, je pense que c'est recruteur 2.0, mais il faudrait que je revérifie. Non, c'est ça, c'est comme ça que je t'avais découvert justement. Exactement. Première question qui nous vient de Victor. Montréal, est-ce que c'est vraiment une ville d'emploi ? Le Québec est une région d'emploi, est une province d'emploi. Très clairement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Puis cette pénurie, c'est un bien grand mot. Mais pour donner des chiffres, c'est que même si tous les Québécois se mettaient à travailler demain, qu'il n'y avait plus de chômage, que les personnes à la retraite se mettaient à travailler, il n'y aurait même pas assez de monde pour combler tous les postes. Donc, pour de vrai ? Ouais, littéralement. Il doit y avoir 2 ou 3% de chômage depuis presque 3-4 ans. Ils battent des records. Donc c'est sûr et certain que la province est une province d'emploi. Ok. Assez impressionnant. Et moi, j'ai une info qui nous vient de Je choisis Montréal qui disait que Montréal, c'était leader dans de nombreux secteurs de pointe, l'intelligence artificielle, les jeux vidéo, les effets visuels. Et en fait, finalement, c'est peut-être l'endroit parfait pour lancer sa carrière. Ouais, carrément. Genre, tu peux terminer tes études et venir directement travailler là. On s'entend que il y a plein de domaines d'activité où tu vas pouvoir travailler. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est l'IT, mais il y a aussi, effectivement, comme tu as dit, le gaming, donc le jeu qui est assez fleurissant ici à Montréal. Tu as aussi tout ce qui va être en relation avec les studios pour créer des films. Il y en a énormément ici à Montréal. Donc, tout ce qui va être des emplois liés à de l'IT ou même de la création, tout ce qui va être créatif finalement, tout ce qui va tourner autour soit de l'informatique ou soit des jeux vidéo. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je vais pas parler pour les autres métiers, mais il y a énormément de travail là, c'est sûr. Ok, c'est justement une de nos questions, des prochaines questions. Il y a Riyad qui nous écrit depuis le Maroc et qui nous dit c'est quoi les secteurs qui recrutent et les métiers qui sont en demande ? Informatique, énormément. Jeux vidéo, effets spéciaux, c'est exactement ce que tu disais. Il faut comprendre que Montréal, c'est la capitale économique du Canada.
Ottawa, c'est la capitale, mais la capitale économique, c'est Montréal. Donc oui, clairement, il y a beaucoup de besoins à Montréal. Beaucoup IT, comme on se le disait. Beaucoup de besoins en restauration, hôtellerie, tourisme également. Parce que c'est une ville qui est très, très visitée l'été. Puis il y a un manque de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Domaine industriel aussi, on a besoin de beaucoup de personnes qui vont être dans la soudure, des machinistes, des électromécaniciens, des personnes dans le domaine du plastique aussi. Je sais qu'en France, on a délocalisé au Maghreb toute cette activité. Puis nous, on recrute beaucoup de personnes du Maghreb dans ce type de métier justement. Ok, ça peut être intéressant, puis on va en reparler après. Parce qu'il y a plein de personnes du Maghreb qui nous disaient, mais est-ce que nous aussi on peut venir? Est-ce que c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est des postes qui sont réservés entre guillemets à des personnes qui pourraient habiter en Europe, parce que les relations entre les pays européens, on sait que c'est très proche avec le Canada, plus spécifiquement le Québec. Si on vient du Maroc, si on vient du Sénégal, si on vient de la Tunisie, on peut quand même venir chercher du travail à Montréal. Ouais, carrément. Et puis même, tu sais, j'ai beaucoup de candidats qui viennent de Tunisie. D'ailleurs, j'en ai encore eu un aujourd'hui d'ailleurs, qui vient d'arriver avec sa résidence permanente. C'est beaucoup de personnes, de familles qui vont créer, qui vont aller demander leur résidence permanente depuis leur pays de résidence, donc au Maghreb, et je pense à la Tunisie, au Maroc ou autres, qui vont demander leur résidence. Puis c'est un certain temps, là c'est sûr, on peut avoir entre 1 an, 2 ans avant de l'obtenir, mais une fois qu'ils l'ont, ils doivent directement quitter, et là, à ce moment-là, effectivement, ils arrivent directement avec leur résidence permanente. Donc, ils n'ont pas de problème de « OK, c'est un visa fermé ou un visa ouvert ». Après, il y a d'autres visas qui existent, mais je pense que vraiment demander sa RP depuis le pays de résidence, c'est vraiment ce qui est le mieux. En vrai, là, même de la France, là, on s'entend. Mais d'ailleurs, c'est une question, parce qu'il y en a plein, c'est la question de Cindy, plus spécifiquement, qui nous dit... Est-ce qu'il faut attendre d'être à Montréal pour postuler, ou est-ce qu'on peut le faire depuis notre pays? Parce qu'on a eu plein de questions par rapport à ça, où les gens ils sont un petit peu perdus, ils se disent est-ce que je viens en touriste et je commence à chercher? Est-ce qu'il faut que je m'inscrive sur le bassin d'emploi PVT? C'est un petit peu flou pour tout le monde, peut-être une petite lumière sur ça. Est-ce que je peux commencer à chercher depuis l'étranger, ou il faut que j'ai les papiers? Comment ça se passe? En fait, c'est un peu la question à 1 million finalement. C'est qu'il y a deux choses. Il y a un côté personnel aussi. Est-ce que tu es prêt à venir en touriste, puis de peut-être ne pas avoir de boulot pendant 3-4 mois? Est-ce que tu peux subvenir à tes besoins, puis peut-être à ceux de ta famille? Il y a ce côté-là qui est important. Le but, c'est pas de se mettre en danger non plus. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est ça coûte rien de commencer à chercher à distance, quoi qu'il en soit. Puis au moins, ça permet aux gens d'appréhender un peu mieux le marché du travail, de savoir ce qui est demandé. Ils vont faire 2-3 entretiens qui vont rien donner, mais au moins, ils vont s'habituer. Ils vont s'habituer un petit peu à la culture, au langage aussi. Le vocabulaire est un peu différent. Donc ça, c'est super important de commencer à chercher avant. Ça coûte rien finalement, à part de prendre un petit peu de temps avant d'arriver ici. C'est sûr que quand on est sur place, on peut rencontrer les entreprises, on peut aller directement frapper à leur porte, c'est plus efficace, mais il faut chercher à distance, il faut commencer à distance de toute façon. Par contre, petit point, je pense qu'il est important, normalement quand tu es en permis visiteur, en AVE, tu n'es pas censé chercher un travail. Ça, c'est quelque chose, si l'immigration découvre ça, là, tu retournes en France. Ou dans ton pays. Il faut faire hyper attention. Normalement, quand tu as une AVE, donc un visa touriste, tu n'es pas censé chercher un travail. Tu es là pour être touriste. Voilà, donc ça, il faut faire quand même un peu attention par rapport à ça. Vraiment là. Il y a un gros risque. Effectivement. C'est ça. Mais peut-être, en parlant des visas, parce qu'il y en a plein, c'est peut-être important de rappeler à ceux qui nous écoutent et qui découvrent ou qui ont une volonté de venir au Québec, c'est quoi la différence entre un visa fermé, un visa ouvert et un visa touristique? C'est un petit peu les trois, et on peut même rajouter quelque chose d'autre, et un visa d'études. Donc les 4. Si vous pouvez un petit peu aider les personnes qui nous écoutent, parce que c'est une question qui est revenue, je pense, 10 fois cet après-midi. Donc il y a une réelle besoin de différenciation entre tous ces visas. Peut-être déjà entre visa touriste et visa études, et puis après, dans une deuxième temps, le visa fermé et visa ouvert. Je te laisse commencer. Ok, donc là on rentre dans la technique. Déjà la première chose, si je peux digresser un petit peu, c'est n'hésitez pas à faire appel à un avocat, parce qu'il y a beaucoup de firmes malheureusement qui arnaquent. Puis moi j'ai des candidats qui m'appellent en me disant je comprends pas, j'ai payé 3-4 000 euros puis j'ai toujours rien. Il y a beaucoup d'arnaques, puis il y a des sites qui répertorient un petit peu ces entreprises qui sont pas forcément très sécuritaires finalement. Donc le mieux, oui ça coûte de l'argent, mais le mieux c'est de passer par un avocat, expliquez-lui votre situation, puis lui vous dira les visas que vous pouvez demander, puis ce sera quoi le plus simple et le plus rapide. Ensuite, le visa touriste, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de chercher du travail. Évidemment, comme le nom l'indique, c'est uniquement du tourisme.
si vous venez sur le territoire puis vous dites au moment de la douane, je viens chercher du travail mais je me mets en touriste, ils peuvent vous refuser d'entrer sur le territoire puis vous renvoyer chez vous directement. Donc clairement, on n'a pas le droit. Nous, on a même des clients qui voulaient faire venir certains des candidats une semaine, pas pour travailler, mais juste pour qu'ils visitent l'entreprise. Et l'avocat lui-même a dit, faut éviter parce que si jamais vous faites prendre, le candidat pourra plus revenir, puis vous aurez plus le droit de recruter à l'international. Ok, donc ça, touriste, c'est que pour le voyage et pour visiter. C'est vraiment touchy. Et d'ailleurs, faut faire super attention. Si je peux rajouter un petit truc, le touriste, c'est 6 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend des nationalités. Ah oui. Au Maghreb, ils ont 6 mois, mais ils doivent demander un visa touriste. Okay. Nous, souvent, c'est 90 jours pour les Français. C'est ça. Ouais. Et études. Ouais. Les études, on vient uniquement pour ces études, mais on a la possibilité de travailler pendant ces études. Il y a encore quelques temps, c'était 20 heures maximum. Et depuis peu, ça a été augmenté parce qu'il y a tellement de besoins. Donc on peut faire un temps plein pendant ces études. Mais je crois à vérifier que le gouvernement a mis ça en place jusque novembre de cette année. Donc je crois qu'en novembre, ça va retourner à 20 heures par semaine. C'est ça. Ça avait été augmenté à un moment. Et d'ailleurs, après tes études, si tu as fait 3 ans d'études, tu as le droit à 3 ans de permis ouvert. Tu as un permis ouvert après tes études qui correspond à la longueur de tes études. Si tu as fait 1 an, tu as 1 an de permis ouvert. Si tu as fait 2 ans, 3 ans, etc., 5 ans, etc. Et si je peux compléter pour le permis ouvert et fermé. Donc, un permis fermé, ça va être une entreprise qui va te recruter et qui va donc payer pour que tu puisses travailler rien que pour lui. Donc, tu ne peux pas travailler pour un autre employeur que celui de ta propre compagnie. Okay. Y a plusieurs permis fermés qui existent. On a le IMT, on a un GP, un jeune professionnel. On va avoir un VIE. VIE, c'est français, il me semble. Donc, c'est avec Business France. Donc, ça doit être ça. Donc, c'est ça. Les permis fermés, tu vas avoir aussi les permis ouverts. Et permis ouverts, ça veut dire que... tu peux avoir le PVT, donc ça c'est français aussi, c'est un permis vacances-travail qui te permet pendant 2 ans de travailler depuis le Canada. Tu vas avoir un permis ouvert parce que ton conjoint a un permis fermé. Si ton conjoint a un permis fermé, tu as directement un permis ouvert pour la même durée que le permis fermé de ton conjoint ou conjointe. Donc, il me semble que c'est ça, il doit peut-être avoir... Parfait. Donc en fait, si je résume un petit peu, si j'arrive avec un permis fermé, avec par exemple une société comme Ikea, je ne peux travailler que chez Ikea. Ouais. Mais par contre, si j'arrive avec un permis ouvert et je travaille chez Ikea, je peux décider 2 mois après, parce que le poste ne me plaît plus ou parce que j'aspire à d'autres jobs à Montréal, changer de boulot. Ouais. Permis de travail fermé, t'es lié à une entreprise. Si tu perds ton boulot, tu perds ton permis de travail. Ouais. Ça. Permis ouvert, t'es lié à personne, t'as 2 ans par exemple de permis ouvert, puis tu fais ce que tu veux, tu travailles, tu travailles pas, tu changes d'entreprise, peu importe. Okay. Et aussi d'ailleurs, quand tu démissionnes, t'es en permis ouvert, tu démissionnes pour aller à une autre entreprise. Il n'y a pas vraiment dans le code du travail au Québec un temps pour comment on appelle ça un préavis. Un préavis, merci. Il n'y a pas vraiment un préavis qui est annoncé, c'est juste un préavis... je suis désolée. C'est tacite, c'est entre l'entreprise et toi finalement. Ouais, mais c'est un préavis que tu donnes qui va être en conséquence de ton poste, de tes responsabilités. On donne souvent 2 semaines de préavis, mais tu pourrais en soi quitter du jour au lendemain. Tout dépend de tes responsabilités. C'est sûr que si tu es un directeur, quitter du jour au lendemain, c'est un peu compliqué. Mais tu peux, bien sûr, au bout de 2 semaines, c'est ça, là, ça va très vite. Là. On compare avec la France où c'est 3 mois ou 2 mois. Ici, c'est beaucoup plus rapide et ce qui donne du coup un marché très mobile. Beaucoup de gens, s'ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail, si toi, en tant qu'entreprise, tu ne sais pas les retenir ou tu leur donnes pas assez d'argent, whatever, là, ils partent. Il y a beaucoup d'enjeux de fidélisation ici à Montréal. Okay. Et au Québec. Mais ça, c'est assez intéressant. Il y a une question qui s'en vient. C'est du coup le fait que ce marché il soit hyper mobile et qu'on peut quitter son job du jour au lendemain. Et qu'est-ce que ça change un petit peu en tant que candidat, les candidats qui nous écoutent, par exemple, qui ont l'habitude d'un marché européen où, entre guillemets, on garde son job parce qu'on a peur de ne pas en retrouver un si jamais on le quitte. C'est quoi les aspects qui changent avec le marché québécois ? Plus dynamique du coup, Nicolas. Vas-y. Comme le marché est plus dynamique, puis il y a beaucoup plus de besoins des entreprises, on dit souvent que le rapport de force c'est un peu inversé. À la base, c'est les gens qui vont aller chercher du travail. Maintenant, c'est plus les entreprises qui vont aller chercher des salariés. Donc, on a beaucoup plus le choix en tant que salarié.
Donc de une, dans ton choix de base, bah, tu vas pouvoir faire plusieurs entrevues, puis c'est toi qui vas décider chez qui tu vas. Et de deux, si ton employeur te plaît pas pour je ne sais quelle raison, puis que tu as des meilleures conditions ailleurs, ou même ça te plaît pas mais que tu n'as pas encore trouvé, les gens vont quitter beaucoup plus facilement, puis vont se dire de toute façon, dans une semaine j'aurai un autre boulot, je vais trouver autre chose. Donc il y a beaucoup moins cette angoisse, puis cette pression, puis les candidats ont vraiment le choix, puis la balle est dans leur camp, littéralement. Il y avait une phrase que tu avais dit en saison 1 qui avait marqué beaucoup de personnes. C'était au Québec, on prend une chance et en France, on prend un risque. Ouais. Tu veux que je développe du coup? Ouais. Ouais. C'est exactement ça. C'est qu'en France, on part du principe où on est un peu sur la défensive. On part du principe où ça va mal se passer. Au Canada, c'est l'inverse. On part du principe où on va te faire confiance, on va te laisser ta chance. Et que ça va bien se passer finalement, puis ça se passe mal, bah évidemment, on revoit un peu les attentes, mais en soi, on part du principe où, allez, on y va, on se lance, on part du principe où ça va bien se passer. La France, on est vraiment dans l'état d'esprit inverse, puis je trouve que ce mot, c'est prendre une chance ici au Canada, et en France, on prend un risque, le mot est clairement différent, puis ok, on n'est pas sûr, mais on va prendre un risque, on va le prendre quand même. Au Canada, on n'est pas sûr, mais on prend une chance, on tente le coup. Tu vois, c'est clairement différent par rapport à ça. C'est une belle mentalité, la mentalité, c'est ça qui change. Tu l'as ressenti, toi, cette mentalité complètement différente quand tu es venu travailler ici? Carrément. Que ce soit un aspect management, en moi-même étant employée complètement, mais aussi les candidats que je recrute complètement. On n'a pas cette peur de... Souvent, il y a des Français qui arrivent, donc de France, qui viennent d'arriver et ils ont encore ce vouvoiement, ils ont encore ce... c'est marrant, non? Je veux dire, ils ont encore cette peur de dire, ok, tu sais, tu sens leur enthousiasme dans leurs yeux, que ça y est, ils t'ont choisi. Tu sais, alors ici, ils ont tellement de choix. Et genre, ils sont en mode, oui, t'es bien là, mais il y a peut-être 40 000 derrière, là. Okay. Et alors qu'en France, quand ils sont engagés, ils se disent ok, il y a peut-être pas beaucoup de choix, ok, cette entreprise elle est bien, elle est pour moi, c'est let's go. Et en fait, t'as tellement de choix ici que c'est pas la même manière de réagir face à un RH, je trouve. C'est ça. Je peux donner un exemple concret, mais moi, je travaille pour un cabinet de recrutement qui est 100% québécois. Puis j'étais beaucoup contacté sur LinkedIn par des candidats étrangers. Et en même temps, je voyais tous nos clients qui, eux, étaient en pénurie de main-d'œuvre. Puis tu sais, littéralement, j'ai appelé mon boss, je lui ai dit hey, il y a un truc à faire sur du recrutement international. Viens, on profite que je sois français puis que j'ai du réseau en France pour lancer le truc. Il m'a dit ok, ben vas-y, fais-le. Ouais, mais je fais quoi? Fais comme tu le sens, vas-y, fonce. Et puis, tu sais, il m'a littéralement donné les clés, puis il m'a dit fais ce que tu as à faire, puis nous, on te suit, tu vois. Donc, évidemment, ça marche pas, il va pas me suivre pendant 10 ans, puis au bout d'un moment, ça serait arrêté. Mais littéralement, il m'a donné les clés, puis il m'a dit tu sais, c'est ton service, fais ce que tu veux avec, j'ai même pas à intervenir. C'est fou. Ouais. Est-ce que les employeurs québécois font plus confiance à leurs salariés que... Largement. Juste le télétravail. Avant la pandémie, il y avait du télétravail ici parce qu'ils considèrent que tu peux être chez toi dans un café et travailler tout autant que si tu étais au bureau. Ok, c'est vraiment intéressant. Il y a d'ailleurs une question sur le télétravail, mais on y reviendra après. Et juste après, il y a une question technique qui nous arrive de Vincent, qui nous demande les avantages majeurs en étant salarié ici. Si on pourrait parler des congés, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent sur les congés, sur la période d'essai et sur les préavis. Juste peut-être donner une information juste avant que vous répondiez à cette question-là. Tout à l'heure, on parlait des visas. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup de personnes qui cherchent à avoir ces informations-là. Alors, soit on peut faire appel à des avocats pour un petit peu plus comprendre, c'est ce que tu disais. Il y a aussi des sites qui référencent gratuitement toutes ces informations-là. C'est le cas de Je choisis Montréal, qui donne des conseils pratiques, par exemple, à tous les étudiants et diplômés internationaux qui souhaitent travailler à Montréal après ou pendant leurs études. Donc ça peut être aussi une ressource gratuite pour les personnes qui nous arrivent et qui ont une volonté de comprendre un petit peu plus le marché de l'emploi, puis aussi toutes ces questions de visa. Et puis la question de Vincent qui nous demande du coup ses avantages en étant salarié. Ça peut être des avantages, mais ça peut être aussi des choses qui sont complètement différentes par rapport au marché européen. Si vous pouvez nous parler des congés, des préavis, mais aussi de la période d'essai quand on commence un travail. Alors, la période d'essai, je ne deal pas trop avec ça. Je ne sais pas si tu as des infos par rapport à ça. On dit une période de probation pour le petit vocabulaire, mais ça dépend vraiment de l'entreprise en fait. On a des entreprises qui vont te mettre 3 semaines de période d'essai, de probation, puis parfois ça va être 3 mois. Donc là, c'est vraiment aléatoire en fonction des entreprises, mais c'est surtout qu'on parle de période de probation. Mais comme le disait Christelle juste avant, les préavis sont de 2 semaines, mais tu pourrais quitter du jour au lendemain. Donc en vrai, on met une probation.
Mais si même dans 4 mois on veut te mettre à la porte parce que ça se passe pas bien, finalement ça changera rien. C'est un peu une vitrine, la période de probation. En tout cas moi c'est comme ça un peu que je le vois en fin de compte. Ouais, puis après les congés, tu vas avoir plusieurs sortes. Tu peux arriver et on va te donner le minimum. Le minimum, c'est 2 semaines. Tu peux avoir 3 semaines ou même 4 semaines de congés. T'en as même qui vont donner plus, mais vraiment la norme, ça va être localisé vraiment entre 2 et 4 semaines. Tu vas avoir comme bénéfice à côté. Les bénéfices, c'est les avantages. Ça va vraiment différer d'une entreprise à une autre. Tu vas avoir, par exemple, l'assurance. C'est quelque chose qu'on spécifie, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Tu vas avoir une assurance, tu vas avoir un REER. Un REER ici, c'est... C'est quoi ça? Alors, le Ça REER... fait peur comme nom. Ouais, j'avoue. Mais je connais pas toutes les lettres là, mais c'est un régime de retraite en fait. Ok. Parce qu'ici, en France, tu cotises automatiquement pour ta retraite. Ici, pas du tout. Ok. Donc c'est à toi de mettre ton argent de côté pour ta retraite. Et des fois, tu as des entreprises qui vont faire un REER, c'est-à-dire que tu vas cotiser 2% de ton salaire et l'entreprise va décider de mettre 4%. Ou 2%, ou même rien. Juste, tu vas toi-même cotiser. Donc le REER, c'est quand même assez sympa. Tu peux avoir un bonus aussi, suivant ton investissement personnel, ton investissement de groupe, ou même la performance de l'entreprise. Tu peux avoir un bonus. Je sais pas s'il y a d'autres choses. Peut-être que suivant les métiers, peut-être une voiture, il y a peut-être des frais kilométriques pris en compte. Je sais pas. Ouais, assurance important, REER important, télétravail, ça fait partie. En fait, ils ont développé, c'est ça qui est méga cool, c'est que ils se sont dit, ok, on est en train de se faire la guerre des talents, puis on essaye d'aller chasser des personnes, d'aller chercher des candidats dans d'autres entreprises, mais qu'est-ce qui pourrait les faire venir chez nous? Oui, il y a les assurances, oui, il y a le REER, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut donner de plus? Puis ils se sont dit, bah tiens, on va faire un chalet corporatif. Donc il y a des boîtes qui ont des chalets, puis ils disent, ok, il y a 1 semaine par personne dans l'année où vous pouvez aller au chalet, puis on vous l'offre. Non, attends, le chalet appartient à l'entreprise? Ouais. Non, mais pour de vrai ou pas? Oui, vraiment. Ouais. Donc il y a vraiment des entreprises québécoises qui proposent des chalets gratuits à leurs employés? Mais oui. Mon entreprise l'a fait l'année dernière d'ailleurs. Mais oui. Pendant 1 semaine. Ou alors ils se font 1 semaine de coworking, mais tu sais, ils vont tous. Je pense que c'est Gameloft qui ont emmené leurs salariés au Mexique, je pense. Mais ça paraît tellement abusé. impensable pour une entreprise. Enfin, moi, j'ai eu l'habitude de travailler pour des employeurs français. Peut-être la folie qu'on faisait dans l'année, c'était un restaurant avant la période de Noël, et c'était ça qui servait à regrouper les salariés. Bon, c'est grave cool, j'adore manger. Mais c'est vrai que quand tu me dis qu'au Québec, il y a des employeurs qui proposent des chalets à leurs employés, mais tu te dis, mais incroyable. Alors, tu as aussi autre chose qui est vraiment sympa. Pendant la période estivale, donc pendant l'été, tu as beaucoup d'entreprises qui laissent soit l'après-midi du vendredi offert, ou même toute la journée. Et ça pendant 3 mois. Tant que c'est l'été, tu as des horaires réduits et tu es payé toujours la même. Et ça, c'est vraiment cool. Et tu as aussi, je pense aussi, qui est important, c'est le télétravail depuis l'étranger. Il y en a beaucoup d'entreprises qui font ça aussi, qui disent, OK, tu as 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, illimité. Ouais, digital nomade. Ça, c'est incroyable. T'as ta compagnie d'ailleurs. Nous, on le fait, nous. On a des gens qui partent en van. Toi, tu le fais? Abusé. Ouais, moi, j'ai fait 3 mois dans les Caraïbes. Non, mais c'est pas possible. Et t'es payé pour aller travailler dans les Caraïbes? Là, maintenant, je te déteste. Là. En fait, c'est que je fais mon boulot, mais que je le fasse de n'importe où dans le monde. Tant qu'il est fait en temps et en heure, on me demande... Tu sais, on me demande pas de compte finalement. Tant que mon travail est fait, je peux le faire de n'importe où. C'est la confiance dont tu parlais juste avant, tu vois. C'est exactement ça. Ils cherchent des personnes dans le digital. Ben viens. Allez là, allez, viens avec nous. Viens. Non, mais c'est assez incroyable. Oui, toutes les entreprises le font pas. Ok, mais combien de temps? Il y a des entreprises, c'est ça, il y a des entreprises qui mettent une durée maximum, genre 2-3 semaines. Il y en a qui obligent à rester au Canada, donc il y en a qui vont travailler à Vancouver par exemple. Il y en a qui, puis il y en a qui laissent. Nous, en tout cas, ça fonctionne bien. Ça demande une organisation aussi, mais nous, on n'a pas de limite de temps. Tant que tu t'occupes de tes clients, puis que tout se passe bien, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. C'est assez incroyable. C'est un peu pareil que ma coloc qui travaille dans une société d'informatique, et elle a la possibilité, elle, de partir 6 mois à l'étranger télétravailler. Et du coup, en 1 an, elle a fait les Caraïbes, le Mexique, la France, le Portugal, et elle est payée. Et tu te dis, elle travaille, c'est normal. Non, mais c'est ça. Mais c'est que, en fait, moi j'ai l'habitude, pour avoir travaillé dans des entreprises françaises, c'est qu'il faut aller au bureau pour que le patron me voie travailler. Et moi, je suis assez impressionné quand elle me dit, moi, mon patron au Québec, que je travaille depuis l'Argentine, ou que d'ailleurs, son patron travaille depuis l'Argentine et on garde son chat.
Bon, Ouais. voilà, comme Après, elle quoi. va demander une augmentation, sinon on va prendre le chat en otage. Non, mais c'est quand même Excellente fou. idée. C'est quand On même comprend fou. au C'est incroyable de pouvoir travailler Ouais. comme ça à l'étranger. Donc le télétravail, Voilà. beaucoup plus démocratisé au Québec, à Montréal, Complètement. que dans beaucoup de pays d'Europe et du Maghreb. Ouais, largement. Ok. Ah oui. Est-ce que ça se négocie quand on prend un travail, ou est-ce que c'est dans les conditions générales de l'acceptation du contrat? Ça dépend. Il y a des entreprises qui le proposent directement. Puis elles le vendent, hein, forcément, c'est un bel avantage. Donc elles le vendent dans leurs annonces ou dans leurs affichages de poste. Mais des fois aussi, tu peux le négocier. Tu sais, encore une fois, il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre que les candidats peuvent négocier. Intéressant. Ouais. Et il y a Sandrina qui s'inquiète et qui dit: mais comment fonctionne la couverture sociale à Montréal? Est-ce qu'il faut que je la négocie auprès de mon employeur, ou elle est comprise lorsque je m'expatrie? Ben, en fait, Comment ça se passe, la couverture sociale? Parce ça- qu'en fait, c'est quelque chose qui peut effrayer les personnes qui Ouais. nous Ouais. écoutent, alors qu'il y a des solutions qui existent. Parce que beaucoup de personnes se disent: oh, si je quitte la France, adieu ma carte vitale. Alors qu'en vrai, si moi aujourd'hui je tombe malade, j'ai la possibilité d'aller me faire soigner dans des hôpitaux québécois. On va pas me laisser mourir dans la rue. non. Alors. Alors, Non, t'inquiète ça pas. va dépendre de ton visa. Par exemple, tu viens en PVT, tu vas devoir souscrire à une assurance PVTiste obligatoire. Ok. Donc déjà de base. Si après tu es en visa ouvert ou même fermé, il y a une obligation ici d'employeur, tu dois avoir, l'entreprise doit te donner une assurance que tu vas payer chaque mois. Donc je pense que c'est vraiment similaire à la France, non, Ouais. par rapport à ça? En fait, oui, t'as la RAMQ, ici, on appelle ça comme ça, c'est l'équivalent de la sécurité sociale. Le problème, comme dit Christelle, c'est qu'en fonction de ton visa, des fois tu as le droit, des fois tu n'as pas le droit. Donc quand tu n'as pas le droit, tu souscris une assurance spéciale qui va prendre en charge toutes tes dépenses et tes frais médicaux. Mais sinon, la plupart du temps, ton entreprise, c'est ce qui fait partie des avantages. Ça coûte tellement cher que les entreprises, il y a des fois, elles payent 100% des frais médicaux. Par exemple, je vais dire des bêtises, pour les lunettes jusqu'à hauteur de $2000 par exemple. Ok. Si tu dépasses, après, c'est à tes frais. C'est le principe de la mutuelle finalement chez nous. Ouais. Donc le système est plus ou moins similaire. Ce qui va être plus compliqué, c'est le système de santé au global. C'est que ici, il y a beaucoup moins d'institutions publiques qui vont pouvoir te soigner. Institutions publiques dans lesquelles tu payes finalement quasiment rien comme en France. Mais tu es obligé d'aller au privé. Puis au privé, ça coûte finalement une blinde. Donc c'est surtout ça finalement. C'est pas forcément le système en lui-même, c'est les professionnels de la santé qui manquent. Il y a une pénurie de main-d'œuvre là-dedans aussi. Donc c'est surtout les frais que ça va engendrer. Ok. Et ça emmène une autre question. On en a reçu beaucoup, donc je les mets à la suite pour essayer de répondre au maximum de personnes. Il y a Fabrice qui dit: j'ai entendu dire que le salaire n'était pas versé tous les mois. Est-ce que c'est vrai? Dois-je m'inquiéter? Alors c'est même mieux, il me semble. Ouais. Vas-y, Christelle. En vrai, tellement mieux là. Genre, Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? t'es payé toutes les 2 semaines. Ok. Ce qui est vraiment nice, c'est que tu vas avoir toutes tes charges, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, ton téléphone. Tu peux les programmer pour que ce soit la première paye, donc le premier du mois. Donc c'est-à-dire que tu as ta première paye qui arrive. Je prends un sort de... annuellement parlant, un salaire de 50 000 par exemple. Donc tu vas recevoir genre, je sais pas, un petit 1100, peut-être 1200 là, toutes les 2 semaines. Et donc tu vas payer toutes tes charges. Puis donc c'est vrai que c'est fait. Puis à la quinzaine du mois, tu vas recevoir ta deuxième partie de salaire. Et là en fait, tu as tout payé. Donc c'est tout incroyable. bénef. Mm. C'est trop bien, je trouve là. Vraiment. Ça, c'est vraiment cool. Mais oui, t'es payé toutes les 2 semaines. Pour épargner, c'est beaucoup plus facile. Pour gérer tes dépenses, c'est plus facile. Ouais. Ouais, clairement, c'est beaucoup mieux. C'est ça. Et puis, vu Donc que pas d'inquiétude pour Fabrice jeune qui homme. s'inquiète, je vais c'est bon. lui dire. T'inquiète, Je suis Fabrice. persuadé qu'il écoute le podcast vu qu'il a posé la question. En tout cas, j'espère. Et il y a quelqu'un d'autre qui nous parle aussi des cartes de crédit et de débit. Alors là, on s'éloigne du système des ressources humaines, mais peut-être rassurer les personnes qui n'ont pas tout compris au système bancaire canadien, parce que ça c'est venu avec toutes ces questions qui étaient liées au salaire, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils s'expatrient, ça a des coûts, et du coup ils se renseignent, et puis il y a des informations qui sont un petit peu contradictoires. Alors même si toutes ces questions-là, il y a des sites qui les regroupent comme Je choisis Montréal, peut-être donner un éclaircissement sur le crédit et le débit. Ouais, complètement. Déjà, pas d'inquiétude. Tu sais, quand on arrive ici puis qu'on a une carte de crédit, on se dit waouh, tu sais, je vais déjà vivre à crédit, c'est méga dangereux, etc. Mais pas du tout. Tu as une carte de débit qui littéralement est une carte pour faire des achats live sur ton compte personnel, puis l'argent va être débité de ton compte personnel. Puis tu as une carte de crédit où la banque te dit écoute, on t'offre $2000 sur cette carte-là.
Et donc, tu peux dépenser jusqu'à hauteur de $2000. C'est de l'argent que tu n'as pas finalement, que tu dois rembourser, ça va de soi. Mais c'est de l'argent que tu n'as pas, que la banque te prête finalement. Puis c'est ça, vivre à crédit. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. C'est la seule différence. Sauf que ce que les gens doivent comprendre, en tant que Français, moi en arrivant, puis je sais pas si c'était pareil pour toi, mais je voulais pas utiliser ma carte de crédit. Oui. J'avais tellement peur de pas rembourser ou tu vois, d'oublier de rembourser, Ouais. que j'étais en panique, je faisais que du débit. Mais en fait, la carte de crédit te permet, quand tu achètes quelque chose, quand tu achètes une maison, quand tu veux prendre une location, etc., ils font des enquêtes de crédit. Donc, ils vérifient si tu rembourses régulièrement ta carte de crédit. Donc, le fait de l'utiliser puis de la rembourser, ça va te permettre d'avoir des facilités pour louer une maison, louer une voiture, acheter une maison, etc., etc. Puis, ils font pas c'est pas comme chez nous où où il y a des garants. C'est ça. Ils regardent si tu as une bonne enquête de crédit, puis si elle est bonne, ben, let's go. Puis j'ajouterais même que tout ce qui va être les achats sur Internet, Ouais. toutes tes factures, téléphone, hydro, tout ce que tu vas acheter sur Internet, tu es obligé Effectivement, d'utiliser ouais. une carte de crédit. Le débit ne passe pas. Donc tu es obligé d'utiliser ta carte de crédit en fait. C'est ça. Et tu il le gagnes des faut. points. Il le faut. Oui, c'est ça. On est allé à la banque avec Alexia la semaine dernière et en fait c'est ce que nous expliquait le banquier. Une carte de crédit, c'est de l'argent qu'on n'a pas mais qu'on doit rembourser à la fin de la semaine ou à la fin des 15 jours et en fait ça permet à la banque de se rendre compte est-ce que lui c'est un bon payeur. Exactement. Et si on a des bons points un petit peu, ça peut faciliter l'achat d'une voiture Ouais. ou l'achat d'une maison. Et ça me permet de rebondir sur le système de garant. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des garants, par exemple, quand on voudrait acheter quelque chose d'important en France, mais il y a aussi le système de garant lorsqu'on veut louer. Et c'est quelque chose d'assez important ici parce que toutes les personnes qui s'expatrient, et cet après-midi j'étais avec une fille qui a décidé de s'expatrier et de venir ici, et elle me disait mais j'ai été hyper rassurée parce que lorsque je me suis expatrié, j'ai pas eu besoin de garant pour trouver un appartement. Et c'est vrai que quand on a l'habitude à Marseille, à Paris, de se dire oh là là, mais comment je vais pouvoir louer un appartement parce que le marché de l'immobilier en France, c'est horrible pour les personnes qui n'ont pas de garant. Ici, au Québec, à Montréal, pour louer un appartement, pas besoin de garant. Non. Voilà, non, on peut par passer à contre, l'autre question. je sais pas, on pourrait peut-être donner oui. un peu plus d'informations. Mais oui, Juste un complètement. truc, quand tu loues un appartement, tu peux être confronté à ce que le propriétaire veuille faire une enquête de crédit. Quand tu arrives de l'étranger, ils sont souvent OK, tu viens d'arriver, ils peuvent être indulgents, dire OK, tu sais, c'est bon. Mais tu peux être confronté à ça, faut pas avoir peur, faut juste dire OK, je viens d'arriver, j'ai pas de compte en banque québécois ou je viens juste de l'ouvrir, donc j'ai pas eu le temps d'utiliser ma carte de crédit, donc je n'ai pas de code de crédit. Donc on ne peut pas, je peux pas montrer mes capacités. Donc ça c'est un truc qu'on peut être confronté, faut pas avoir peur là, vraiment, par rapport à ça, faut juste le dire. Ok. Assez intéressant tout ça. J'espère que ça va permettre à beaucoup de personnes de mieux comprendre. Oui. Puis on a eu aussi beaucoup de questions étudiantes et d'étudiants qui arrivent ou qui vont arriver ou qui sont en train d'arriver en septembre. Sarah par exemple qui nous dit « Moi j'ai un visa étudiant et lorsque je cherche des jobs, ils nous disent qu'en plus il va y avoir des tips en plus de mon salaire, mais j'ai pas trop compris. » C'est vrai que les tips, ça peut être une sorte de rémunération en plus. Parfois, ça double, voire ça triple le salaire. Ouais. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent depuis l'Europe, un petit peu expliquer ce que c'est les tips, parce que déjà, quand on est client, il faut le donner, Ouais. et quand on est salarié, on le reçoit. Mais qu'est-ce que c'est le tips? Ouais. C'est les pourboires, déjà on va le traduire C'est vrai. littéralement, mais les tips sont le pourboire. Donc en France, c'est beaucoup moins dans la culture, mais quand on va au resto ou peu importe, il y a possibilité de donner un pourboire. Ici, c'est beaucoup plus dans la culture. Ils te le proposent que tu payes par carte ou en cash. Ils te proposent de payer finalement, de donner un pourboire. Puis souvent, ça démarre à 15% de la note globale. Donc souvent, la plupart du temps, c'est 15%, 18%, 20%. Puis tu choisis combien tu veux donner. Donc à chaque fois, puis c'est pas que dans la restauration. Je pense que tu vas chez le coiffeur, tu peux donner des tips finalement. Tu vas à la boulangerie, il y a des tips. Il y a un petit pot où tu dois donner des tips. Littéralement, dans quasiment énormément de métiers, tu dois donner des tips. Donc ça fait partie, faut le prendre en compte dans ton budget. Parce que clairement, pour des gens qui sortent, qui vont au resto, etc., ben, c'est 15% à chaque fois sur la note. Au bout d'un moment, ça te fait un sacré budget. Donc ça, c'est la première chose, il faut le compter dans le budget. Puis dans un second temps, quand tu travailles dans le domaine de la restauration ou autre, ben, les salaires sont vraiment bas, ils sont en dessous le minimum salarial, parce que justement, il y a les tips qui viennent combler cette partie-là. Puis oui, tu peux doubler, voire tripler ton salaire en plein été quand c'est touristique et que les touristes viennent, puis ils vont donner des tips s'ils sont en vacances. Ouais, clairement, tu peux doubler ton salaire.
C'est ça. Ça fait partie en fait de la culture. Il faut vraiment le prendre en compte parce que ça peut être très mal vu de ne pas le donner. Et il y a quelqu'un qui faisait une comparaison via une phrase que j'ai trouvée intéressante. C'est comme par exemple tenir la porte pour une personne âgée. C'est pas obligatoire, mais tout le monde le fait parce que c'est comme quelque chose qui est... Et en fait, le tip, c'est exactement pareil. Donc, il faut le donner. Et du coup, ça permet de rassurer un petit peu Sarah et toutes les personnes qui nous ont posé la question. C'est pour ça, du coup, qu'il y a beaucoup de jobs qui ont des faibles rémunérations parce qu'en fait, il y a une compensation qui est générée par le tips et qui parfois permet de doubler le salaire. Hein. C'est impressionnant. J'avais plusieurs amis dans la restauration et ils pouvaient vraiment avoir des autres entrées d'argent qui étaient liées au tips. Parce qu'en fait, c'est pas 2 ou 3 euros comme on pourrait donner en France et on se trouve hyper généreux quand on met 3 euros. C'est clair. C'est vraiment un pourcentage de la note finale. C'est ça. Si tu travailles dans un resto qui a des prix assez élevés, tu as une note de ton client, il a une note de $100, il donne un 15 ou un 20%, tu t'es fait $15 ou $20 comme ça en le servant, puis c'est pas ta seule table parce que t'es serveur, t'as 5, 6, 7 autres tables qui vont te donner $15 à chaque fois à la fin du repas. Donc mine de rien, à la fin du mois, c'est quand même important. C'est officiel. Montréal est la meilleure ville étudiante au monde. Montréal, c'est une quinzaine d'établissements universitaires de qualité et plus de 50 000 étudiants internationaux inscrits dans des programmes d'avenir. Pour vos études, choisissez la meilleure ville étudiante au monde, Montréal. Il y a Mounir qui nous dit comment trouver une offre d'emploi, où est-ce que je cherche ? Il y a plein de sites. En plus, on a 2 professionnels de LinkedIn. Je vais d'abord donner une information technique peut-être pour les personnes qui cherchent des offres d'emploi. Il y a Montréal International qui travaille en étroite collaboration avec de nombreuses entreprises qui sont implantées dans la région de Montréal. Et du coup, ça leur permet à Je choisis Montréal, par exemple, d'avoir accès à l'ensemble de ces recruteurs qui sont à la recherche parfois de talents juniors. Et du coup, ça va permettre de faciliter ces mises en relation. Donc, il y a ce site-là. Mais on a aussi la possibilité de chercher sur, par exemple, LinkedIn, comment vous trouvez vos candidats, par exemple, quand c'est pas avec Je choisis Montréal. Et lorsqu'on est à l'étranger, comment on cherche ? Moi, je vais parler pour l'IT, encore une fois. L'IT, c'est full LinkedIn. Je recrute que sur LinkedIn. Clairement, je chasse. Clairement, c'est-à-dire que je vais voir, j'ai un besoin, j'ai une de mes compagnies parce que je fais de la consultation, donc c'est-à-dire que la consultation c'est une entreprise, par exemple des jardins, des banques, des assurances, des compagnies ici québécoises qui vont avoir dans leurs équipes un manque, ils vont recruter un développeur Java par exemple, il manque un développeur Java, ils vont demander à des sociétés, des compagnies comme la mienne de consultation, de leur fournir une personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et effectivement, moi, je reçois ce besoin et je vais aller donc chercher cette personne. Quand je dis chasser, ça paraît vraiment en mode hunting, let's go. Oui. Mais pas du tout. Moi, ça me fait très peur, par exemple. J'ai l'impression qu'elle va me sauter dessus par-dessus le bureau. Nicolas, protège-moi. Non, pas du tout. C'est un gros travail en amont là d'essayer de trouver la bonne personne. Tu vas rencontrer beaucoup de personnes pour finalement peut-être en signer 1 ou peut-être 0 d'ailleurs, mais anyway, je cherche tous mes candidats sur LinkedIn, tous. Je sais qu'il existe pas mal aussi Indeed, j'ai essayé de le faire, mais dans l'IT ça reste quand même full LinkedIn là, vraiment. Ok, assez intéressant. Faut développer son réseau sur LinkedIn, ça marche très bien le réseau ici. Donc c'est vraiment important, puis les gens je leur dis cherche pas du travail si t'as pas un LinkedIn, utilise-le, ça va être méga utile, donc absolument avoir un LinkedIn, puis commencer à prendre contact avec des Québécois, des personnes au Québec, des entreprises qui les intéressent, liker des posts québécois parce qu'au fur et à mesure l'algorithme va faire qu'ils vont être plus visibles auprès de personnes comme Christelle, donc ça c'est super important. Évidemment les sites d'emploi, donc on a Indeed qui marche très bien à Montréal et aux alentours, on a Job Illico qui marche très bien à Québec, puis en région, donc en dehors de Montréal. On a Job Boom aussi qui est pas mal. Pour les métiers de la communication ou autres, on a Isarta également qui est une bonne plateforme pour avoir des jobs. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Ça permet, à mon avis, aux personnes de un peu plus comprendre. Puis il y a le réseau qui est vraiment important. Ça, je m'en étais pas aperçu avant de venir ici, mais ça se fait énormément par réseau. Et c'est vrai que lorsque les personnes cherchent quelqu'un, même que ça soit un photographe ou que pour une entreprise, ou que ça soit un graphiste, etc., on va d'abord demander autour de soi, et puis ça marche énormément comme ça. C'est assez impressionnant, hein. Ouais, complètement. Puis même, tu sais, pour te donner une vue au niveau employeur, pour te donner un exemple, tous les jobs qui sont ouverts chez mes clients, j'en ai peut-être là aujourd'hui, en ce moment, à peu près 90-100
ouverts, donc des entreprises qui recherchent des personnes, 100 personnes actuellement. Tous ces postes-là, ils ne sont affichés nulle part. Et c'est moi qui vais aller chercher directement la bonne personne. C'est ça. Donc absolument, ayez un LinkedIn à jour avec un maximum d'informations sur les projets sur lesquels vous avez travaillé, sur les technologies que vous avez utilisées, le nombre de personnes qu'il y a dans votre équipe, ce que vous avez réellement fait. C'est hyper important parce que moi je vais voir ton profil qui est hyper bien détaillé. C'est comme un CV finalement. Mais on va en parler justement. Je vais voir, je vais te contacter, on va faire un entretien, puis je vais t'embaucher. C'est ça. Il y a un gros marché caché à Montréal. Ah oui. Marché caché, c'est les offres, comme elle le dit, qui sont pas visibles de la part des candidats. Donc c'est pour ça que le réseau est important. Allez juste chercher une info. Le réseau, c'est pas vous trouver du boulot, c'est aller chercher une info. Salut, est-ce que ça bouge dans ton secteur? Bah ouais, j'ai entendu une boîte qui dans 2 mois ils vont ouvrir, donc ils vont ouvrir un nouveau quart de travail. Donc tu sais que ça va recruter, puis tu vas être en amont du recrutement à ce moment-là. Donc c'est aller chercher de l'info, c'est pas que chercher un job directement. Ok, ça c'est vraiment cool. Et en parlant du CV, c'est comme LinkedIn, ça se prépare. Mais il y a quelqu'un qui nous dit le CV, ils attendent quoi? Parce qu'apparemment, ça n'a rien à voir avec la Belgique ni la France. Et ça, c'est vrai que c'est une question de beaucoup d'Européens et de personnes qui nous écoutent depuis le Maghreb et plus généralement l'Afrique. Ils se questionnent parce que le CV, c'est des CV qui sont propres au Québec et il y a des petites différences qu'il faut prendre en compte. Ouais. Oh, vas-y, commence. Ok. Oui, il y a des différences. C'est qu'en France, bah déjà, pas puis ça, c'est super important, pas d'infos personnelles. Marié, pas marié, célibataire, permis de conduire, etc. Ça, on ne le met pas du tout. Puis surtout pas de photos. Il y a beaucoup de Français qui mettent des photos. Surtout pas de photos. Les CV canadiens sont vraiment neutres par rapport à ça. C'est très important qu'il n'y ait pas de discrimination. Ah, c'est pour éviter la discrimination. Exactement, ouais. Ok. Est-ce que c'est une loi ou c'est comme par exemple le TIPS, c'est dans l'esprit collectif? C'est dans l'esprit collectif. De toute façon, la loi interdit la discrimination, quoi qu'il en soit. Mais c'est dur de prouver. C'est pas parce que tu choisis un CV avec une photo, tu sais, va prouver que la personne a pris ce CV avec cette photo pour la discrimination. C'est fou, c'est-à-dire que l'inconscient collectif au Québec demande de ne pas mettre de photos sur le CV pour éviter la discrimination. Ça montre l'ouverture d'esprit québécois. C'est assez incroyable. Donc voilà, donc pas de photos, pas d'infos trop perso. En France, on met beaucoup on met des puces comme on dit, et puis on met la compétence. Au Canada, tu peux développer un peu plus, parler un peu plus du projet sur lequel tu as travaillé, combien il y avait de personnes, c'était quoi exactement ce que tu as fait. Donc un CV de 2 pages ou 3 au Québec, c'est pas du tout gênant, tu peux le faire. En France, on veut rester sur une page. Ici, tu peux faire 2-3 pages sans avoir 15 ans d'expérience, c'est pas grave, tu peux avoir plus d'une page sans problème. Mais est-ce que je détaille du coup? Ouais, faut détailler beaucoup plus. Ok. Ouais, effectivement. Donc par exemple, si j'ai été... Ils veulent comprendre le contexte, pas juste avoir tes compétences, mais comment tu les as utilisées. C'est vraiment ça le truc. Donc par exemple, si j'ai été gestionnaire de projet dans le digital, en France, je mettrai gestionnaire de projet dans le digital, dans la compagnie X. Et là, je vais expliquer, par exemple, j'ai géré des équipes de 10 personnes, on a eu tant de budget, j'explique tout ça. Exactement. D'ailleurs, dans les gestionnaires de projet, spécifiquement, vu que tu gères du budget, c'est bien de mettre combien ton budget a été. En dollars. En dollars canadiens. Ok. Et vraiment, en fait, si on devrait décortiquer un CV, clairement, en haut, tu mets ton nom de poste. Tu peux mettre une introduction rapide de « Ok, j'ai tant d'expérience dans l'IT ou whatever, ce que tu veux. » Ensuite, tu vas pas mettre du tout les diplômes. Tous les diplômes, tu les mets à la fin. On s'en fiche, là, clairement, on s'en fiche. Tu peux mettre tes compétences, si tu souhaites. Puis après, tu commences par tes expériences pro. Et là, let's go. Là, tu mets tout. Tu expliques. Vaut mieux qu'il y ait trop de choses que pas assez de choses. Tu mets tes expériences. Tu vas parler, effectivement, du contexte de ton projet. C'était quoi ton projet? Sur quoi tu as travaillé? Ton équipe a été composée de combien de personnes? C'est quoi les technologies que tu as utilisées? Puis tu vas faire back à back toutes tes expériences. Et à la fin, tu vas mettre tes certifications. Parce que tu peux avoir des certifications ou même effectivement tes formations, les hobbies et tous ces trucs, on s'en fout complet. Les langues, ça peut être intéressant de le mettre, mais pas avec des étoiles là. Ici, on s'en fiche un peu des étoiles, mais plutôt un niveau. Un niveau débutant, intermédiaire, confirmé, avancé, courant, langue maternelle. Ça, c'est vraiment bien. Mais les histoires des étoiles, là, on oublie. Là. Évitez je me débrouille. Ah oui. Je l'ai tous les jours. Ah ouais? Pas vrai. Tu parles anglais? Moi, je me débrouille. Mais moi, soit t'es bon, soit t'es pas bon, soit tu me dis je peux faire des meetings en anglais, mais par contre à l'écrit je suis pas bon, ou inversement, à l'écrit c'est top, je le comprends, mais pour le parler je suis pas le meilleur. Mais faut le mettre en contexte. Mais c'est fou ça que tu m'en parles parce que c'est une de nos dernières questions. C'est Léa qui demande je ne parle pas très bien anglais, je vais quand même avoir des opportunités à Montréal? Oui, littéralement oui.
Oui, ça va dépendre de ton travail. Il y a des travails qui requièrent le français et l'anglais. Il y en a qui requièrent que le français. Il y en a qui vont devoir avoir que l'anglais. Majoritairement, ça reste du bilingue quand même. En tout cas, sur les métiers de l'IT, encore une fois, et des jeux vidéo, je peux te dire que c'est full français et full anglais en même temps. Okay, donc c'est quand même exigeant là. Peut-être pas bilingue, mais au moins intermédiaire. Et pour répondre, tu vois, quand tu disais, ouais, je me débrouille bien. Moi, ce que je fais en entretien, par exemple, quand on va me dire, j'ai un niveau intermédiaire, peu importe le niveau qu'ils vont me demander, je dis, ok, est-ce qu'on peut switcher là? Et là, je dis let's go. Là, on commence en anglais. Et je pose une question débile. Et là, il y a de la panique. Mais en fait, c'est là, le seul. Là, c'est horrible mais... parce que moi, par exemple, j'aurais mis 5 étoiles sur 5 et je me serais dit, ils vont jamais switcher en anglais. Et là, ça switch, donc moi, je paniquerais. Tu sais quoi, tu mets 5 étoiles, je te dirais, ok, et comment ça se fait que tu as des 5 étoiles? Je veux dire, est-ce que tu avais un environnement full anglais? Tu as discuté en anglais? Tu avais des réunions en anglais? Il y avait des personnes dans ton équipe qui parlent en anglais? Genre, j'ai besoin d'informations. Si tu me les donnes pas, je te fais switcher direct. Ok, note à moi-même. Ne jamais passer d'entretien. Mais c'est intéressant de t'avoir justement parce que comme ça prépare les gens qui nous écoutent à préparer leurs entretiens. Mais est-ce que vous étiez bilingue anglais avant de clôturer, avant de venir à Montréal? Non, mais je te vois rigoler parce que non, c'est mais ça. Non, mais c'est ça c'est ça qui est génial parce qu'en fait, Montréal, je le dis pour moi, c'est un environnement qui vous permet de progresser parce que c'est un environnement francophone dans lequel les gens parle anglais et du coup c'est la possibilité de vivre et de travailler en français mais d'améliorer son anglais et dans 2-3 ans de chercher même un boulot en anglais parce qu'on aura les compétences nécessaires. Je pense que moi si je dois donner un conseil, je donnerais pas le conseil de venir à Montréal en premier pour apprendre l'anglais. C'est-à-dire que si vraiment tu pars de zéro, ok, t'as jamais fait de cours d'anglais, va dans une province anglophone, type à côté de Montréal, tu vois. Parce que Montréal, ça reste quand même vraiment cool pour toutes les activités et tout. Je te déconseillerais peut-être Ottawa, qui est à côté, pour apprendre vraiment l'anglais. Mais si tu as déjà un anglais en mode scolaire, tu as déjà eu des cours au collège ou peu importe, là, tu pourras apprendre en effet l'anglais à Montréal. Et c'est vraiment cool, c'est de pouvoir avoir l'opportunité quand même de parler français parce que quand tu arrives debout directement dans une province où tu dois parler full anglais, ça peut déstabiliser un max. Faut vraiment être accroché. Moi je l'ai fait là, genre j'ai suis allée dans une province qui était complètement anglophone et je me suis vraiment retranchée là. Ça a été très compliqué mais c'est ça que je voulais aussi. Mais c'est ça. Mais vraiment en soi, soit t'as un anglais normal, je pense que la plupart des Français anyway, ou même dans d'autres pays, t'as un anglais de base dans tes études. Donc t'arrives et tu as l'occasion de parler en anglais aussi. C'est pour ça que Montréal est aussi plébiscité par les francophones. C'est parce que tu as ce multiculturalisme. Ça, on en parle dans d'autres épisodes et je vous invite à aller écouter. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens. Toi, tu recrutes partout en Afrique, partout en Europe. Tout le monde vit ensemble. Peut-être clôturer sur ça, sur le fait... je vais te donner la parole, Nicolas. Un truc grave important à dire. Vas-y, dis-le. Puis c'est sur l'anglais, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Mais il faut dédramatiser aussi. On est hyper inquiets les Français avec l'anglais parce qu'on parle pas bien, on va pas se mentir. Moi le premier, je suis pas le meilleur en anglais, mais faut pas oublier que c'est une province francophone. C'est que la francisation est importante. Il y a une loi qui oblige les entreprises à être francophones avant d'être anglo. Donc oui, si t'es pas anglo ou si t'es pas bilingue, ça va peut-être te fermer quelques portes dans des entreprises, mais il faut pas qu'on se sente faut pas qu'on se mette un petit peu en dessous du marché de l'emploi local parce qu'on n'est pas très bon en anglais. Le plus important, c'est d'être bon en français parce que c'est une province francophone, puis ils sont très indulgents par rapport à ça. C'est vrai. Les Québécois font des fautes en anglais. C'est pas les meilleurs non plus. Ils ont un très bel accent, mais ils font des fautes. Mais en même temps, c'est des francophones comme nous. Donc, en vrai, même si nous, on fait des fautes en anglais, tant qu'on est compris, tant qu'ils sont compris, c'est le plus important. Et même, je rajouterais que c'est très facile de prendre des cours d'anglais ici. Il y en a énormément qui prennent des cours d'anglais et ça vaut vraiment pas grand-chose. Et ils se moquent pas de nous. Et ça, c'est vrai. Nous, on se moque de nous les uns entre les autres. C'est vrai. Les Québécois, jamais ils se moqueront de nous. Et d'ailleurs, c'est avec qui qu'on discutait dans un ancien podcast, il me semble, ou c'était dans la rue, peut-être avec des amis, je sais pas. Mais quand tu es étudiant, tu peux avoir des cours d'anglais à $1 ou un truc comme ça. Mais il y a la CITIM aussi. La CITIM, ils font des super cours d'anglais, ça coûte pas très cher. Franchement, c'est ça. Mais en fait, même pour les personnes qui viennent faire leurs études ici, tu as la possibilité de faire une partie de tes cours en anglais, et ça c'est juste incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une super tolérance pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Moi j'avais horreur de pratiquer l'anglais quand j'étais en Europe parce que t'es souvent moqué par tes camarades. Ici t'as une tolérance mais qui est plus globale. Les Québécois sont hyper tolérants sur
tous les aspects, si ce n'est Bienveillance tous. même. On Une revient à ce que bienveillance. tu voulais clôturer. C'est ça, finalement, c'est ça, cette la tolérance, ouais. multiculturalité, cette bienveillance, c'est hyper tolérant. Mhm. Et peut-être un mot sur ça, et aussi un mot sur le conseil que vous donnerez à des personnes qui veulent s'expatrier. Puis après, on clôturera cet épisode. Ok, vas-y, tolérance. Moi, je remplacerais tolérance par bienveillance parce que c'est plutôt de la bienveillance. Ils ne tolèrent pas, ils sont juste bienveillants de base. Ils sont accueillants et bienveillants. Peu importe, là, on n'est pas là pour se moquer ou autre. C'est le dernier pays où on se moque, là, je pense. Ouais, C'est clair. plutôt viens comme t'es. C'est comme avec McDonald's, finalement, viens comme t'es, là. Non, c'est vrai, non, mais, ça, Non, mais c'est pas vrai, mal. c'est une vrai, belle c'est la comparaison. pub qu'ils font, mais c'est C'est exactement ça. Viens comme t'es habillé de n'importe quelle manière, tu parles pas anglais, tu parles pas très bien français. Peu importe, là, on va te prendre comme t'es, peu importe. Et le conseil numéro 1, si tu dois t'expatrier, c'est juste fais-le. Lance-toi, fais-le. Il y a C'est quoi ça. qui t'arrête? Moi, je suis assez d'accord avec ça. On a toujours peur de faire le premier pas. On peut s'inscrire au bassin Ouais. de PVT. Si on est turé, Ouais, eh ben, tant mieux. let's go. Et puis, ça coûte rien de venir faire un essai ici. Après, je vous l'avoue, souvent tester, c'est approuvé. C'est quand même compliqué de retourner, de Ouais. quitter Montréal. Essayer, c'est l'adopter. C'est Ah ça. oui. c'est ça, ouais. Parce que toi, tu avais quitté Montréal, t'es revenu. Ouais, effectivement, ouais. T'avais quitté Montréal, t'es revenu. Oui. J'ai quitté Montréal, je suis revenu. Mais c'est vraiment vrai. Je suis parti faire mes études en France après 1 an d'études au Québec. Et j'ai été terriblement malheureux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui Ouais. me manque Qu'est-ce qu'il y a plus? Et Puis il me c'était ça, manquait quoi. la sécurité, la tolérance, etc. que j'avais au Québec. Puis des opportunités en pagaille, Voilà. professionnelles. C'est Les assez, rencontres. c'est assez incroyable. C'est Ouais. vrai, les rencontres aussi. On se ça, serait c'est- pas c'est un rencontrés autre sinon, sujet, ça. non? C'est ça. Ça sera un autre épisode, Christelle. Non, mais c'est vrai, il y a quand même beaucoup de choses à faire à Montréal. Ouais. Je vais clôturer sur ça. S'il y en a qui ont encore des questions ou qui ont besoin de renseignements, il y a Je choisis Montréal qui est une ressource assez incontournable pour les stages, les opportunités d'emploi. Et il y a même des événements en présentiel qu'ils organisent en France et avec même Montréal International à l'étranger où on peut avoir tout un tas de ressources qui nous permettent de venir vivre le rêve. Finir Montréal en un mot. Opportunité. Différence. Bienveillance. Voilà. Facile. Super. Ouais, Ouais, on a donné c'est déjà. ça. Allez, merci beaucoup à vous deux. On se retrouve très bientôt dans de nouveaux épisodes. Et puis les personnes qui nous écoutent en format podcast, vous avez dès à présent la possibilité de nous retrouver sur YouTube. C'est une de Trop nos bien. nouveautés en saison 2 et de mettre un visage sur nos voix. Merci à tout le monde, à bientôt. Merci à toi. Salut. Bye.